je vais m'adresser en particulier aux futurs doctorants qui souhaitent se lancer dans la voie de la recherche et qui hésitent encore à le faire. Mon but, c'est vraiment de vous orienter au maximum sur les premières étapes, justement pour vous éviter de faire les erreurs les plus courantes. J'accompagne beaucoup de doctorants au quotidien, des doctorants qui sont en difficulté dans leur thèse, et je peux vous assurer que 99% des difficultés que ces doctorants rencontrent trouvent leur origine dans une inscription qui a été mal maîtrisée au départ. C'est pour ça que j'insiste autant sur la préparation à l'inscription au doctorat et que j'ai créé le programme lauréat cette année. Alors je ne pourrai pas malheureusement vous renseigner, répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir dans votre situation en particulier. Mon but c'est vraiment d'essayer de vous permettre d'y voir plus clair, de bien comprendre dans quel sens faire les choses tout simplement. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien je vous invite à me contacter soit via les réseaux sociaux, soit via mon site ericadupont.com. Alors si vous regardez cette vidéo là aujourd'hui, c'est peut-être que vous souhaitez vous lancer en doctorat, donc vous avez un sujet en tête, un sujet qui vous passionne et que vous aimeriez éventuellement mener en doctorat. La passion pour un sujet, c'est le meilleur moteur en recherche, clairement. C'est le moteur principal des doctorants et des chercheurs. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous permet de surmonter les difficultés. Et le problème avec la passion, c'est qu'elle rend un petit peu aveugle. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas trop écouter les conseils qu'on entend et à ne pas beaucoup se soucier de tout ce qui peut être autour. C'est-à-dire il y a le sujet que vous avez en tête, mais il y a plein de choses en fait autour de ce sujet qu'il faut prendre en compte dans le montage d'un projet doctoral qui sera porteur pour vous et pour votre carrière. Donc voilà, faites attention surtout si vous voulez que cette passion reste saine, entre guillemets, et que vous voulez faire des premiers pas en recherche qui vont être vraiment placés sous de bons auspices et vraiment démarrer sur des bases saines. Songez bien aux piliers d'une inscription au doctorat réussie. Alors ces piliers, il y en a 3. On va les détailler et vous allez voir que ça va vous permettre de travailler vos idées. Bien réfléchir à ces aspects, c'est ce qui va vous permettre de transformer votre idée en véritable projet doctoral. Alors le premier pilier d'une inscription au doctorat réussie, c'est de s'interroger sur vos motivations. Donc vous avez une passion pour un sujet et vous avez une réelle envie de faire de la recherche. Et je sais que parmi vous, certains ont cette envie depuis longtemps, mais il y a des peurs qui parfois vous bloquent et vous empêchent de vous lancer. Alors pour avancer, je vous conseille de creuser en vous cette motivation. D'où elle vient cette motivation et depuis quand elle est là? Souvent, on a une idée du métier de chercheur qui provient de médias comme des films, comme des livres ou même des documentaires. On a une idée d'un métier qui a l'air passionnant, mais finalement tout ce qu'on entend sur ce métier, que ce soit à l'université, que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, donne une image complètement différente de ce métier et finalement c'est ça qui fait qu'on commence à hésiter. On se demande si on est vraiment à la hauteur, on se demande si on mesure vraiment ce qui nous attend en fait en recherche. Et à mon avis, là, il s'agirait de commencer à faire le tri en revenant à soi. Être au clair sur les motivations qui nous poussent vers la recherche, en fait, c'est ça qui va nous permettre de surmonter un maximum de difficultés pendant le parcours. Parce qu'il va y avoir des difficultés, il ne s'agit pas de les éviter, il s'agit plutôt de pouvoir les gérer le moment venu. Un doctorant qui est en réelle difficulté, c'est un doctorant qui ne sait plus pourquoi il s'est lancé là-dedans. Alors qu'un doctorant qui au contraire va surmonter toutes les difficultés, c'est un doctorant qui régulièrement se souvient de pourquoi il s'est lancé là-dedans et qui sait en fait où est-ce qu'il va. Il sait ce qui le motive, c'est clair pour lui et c'est vraiment ça qui l'aide à surmonter tous les obstacles. Donc préparez-vous en rédigeant sur un document, papier ou ordinateur comme vous préférez, tout ce qui concerne vos motivations. Et c'est important, vous allez voir, par rapport au sujet, et vraiment c'est connecté, donc c'est pas un travail facultatif, c'est pas un travail d'introspection qu'on va faire comme ça pour le plaisir, c'est aussi un travail d'introspection qu'il faut faire pour voir dans quelle direction on va et comment on va pouvoir monter son projet doctoral. C'est vraiment le socle de toutes les démarches que vous allez faire et dont je vais parler tout de suite. Voilà, donc demandez-vous pourquoi vous voulez faire un doctorat, si vous avez envie d'impacter, écrivez-le. Si vous avez envie de changer le monde, écrivez-le. Si vous avez envie de faire un certain type de carrière, écrivez-le. N'ayez pas peur de vos motivations, c'est vraiment ça que je veux dire. N'ayez pas peur d'être trop naïf, n'ayez pas peur non plus d'être trop ambitieux. Je pense qu'on n'est jamais trop ambitieux, en tout cas c'est mon avis. Et on a le droit de vouloir impacter. C'est ça qu'on veut en fait, c'est ça qu'on admire chez les autres. C'est les personnes qui impactent. Et pour impacter, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se lancer et faire un petit pas de plus chaque jour ou chaque semaine.
Il n'y a vraiment rien d'autre à faire si vous voulez. C'est se lancer et ensuite faire de son mieux, se lever tous les jours et faire ce qu'on a à faire. C'est ce que font les chercheurs que vous admirez. Les carrières, elles ne se font jamais du jour au lendemain, elles se font petit pas après petit pas. Il n'y a vraiment rien de spectaculaire là-dedans en fait. C'est petit à petit que vous allez construire quelque chose de très grand et de très solide surtout. Donc l'important déjà, c'est de savoir pourquoi on fait ce travail, c'est de savoir ce qu'on veut sur le long terme. Et là, c'est pas à l'extérieur en fait que vous allez trouver les réponses, c'est pas dans les films, c'est pas sur les réseaux sociaux, même si ces médias peuvent vraiment vous renseigner, voire vous inspirer. Le but pour trouver les réponses à vos doutes, c'est vraiment de revenir à vous-même et de vous poser les bonnes questions. Donc prenez ce temps, détaillez au maximum déjà quel type de carrière vous avez envie de faire et pourquoi. Comment est-ce que vous vous projetez dans 5 ans? Comment est-ce que vous vous projetez dans 10 ans? Et surtout, comment est-ce que vous avez envie de faire de la recherche? Qu'est-ce qui vous motive? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire en recherche, vous? Et pourquoi c'est important de se demander tout ça dès maintenant? Eh bien parce que c'est lié à votre sujet. Votre sujet va vous permettre d'atteindre vos objectifs de carrière. C'est-à-dire, comment aborder ce sujet en recherche de sorte à ce qu'il vous permette de faire la carrière que vous visez par la suite. Par exemple, c'est un exemple complètement hypothétique, mais qui va vous permettre de visualiser ce que je veux dire. Si votre sujet de prédilection, c'est l'art anglais, et que votre rêve, c'est de faire des conférences dans le monde entier, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attaquer le sujet de l'art anglais sous l'angle de son internationalité. Par exemple, la diffusion de l'art anglais, sa réception à l'étranger, les voyages d'artistes, etc., etc. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite avoir cette expertise, vous allez savoir quel musée contacter, où se trouvent les collections britanniques, et vous pourrez postuler dans différentes universités à travers le monde, soit pour proposer des conférences, soit pour obtenir un poste, etc. Par contre, si votre sujet de prédilection c'est toujours l'art anglais, mais que vous avez plutôt envie de faire une carrière en France et que vous vous projetez plutôt dans une vie stable à Paris, à ce moment-là, vous allez attaquer le sujet autrement. Vous allez regarder quelles sont les collections d'art anglais que nous avons en France, et vous allez vous concentrer sur ces collections-là. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les œuvres sont bien valorisées dans les musées? Où sont les œuvres que personne ne connaît? Et pourquoi est-ce qu'elles méritent qu'on s'intéresse à elles, par exemple? Comme ça, vous allez avoir toutes vos sources sur place, et pendant le doctorat, vous allez avoir un maximum d'opportunités qui seront plutôt en France, et par la suite, vous pourrez postuler en France tout en ayant un sujet britannique. Donc ce n'est qu'un exemple évidemment, mais c'est simplement pour que vous ayez à l'esprit un schéma en fait qu'il faut essayer de suivre au maximum. Vous devez vous demander quel sujet vous pouvez attaquer en doctorat qui va vous rendre unique et qui va vous permettre de faire la carrière dont vous rêvez en fait, que vous voulez faire aujourd'hui. Donc voilà pour le premier pilier, essayez vraiment de vous poser les bonnes questions par rapport à vos motivations, à vos envies de carrière, ce qui va vous permettre ensuite déjà de dégager des pistes sur la façon dont vous allez attaquer le sujet que vous avez à l'esprit aujourd'hui. Le deuxième pilier, extrêmement important, c'est de choisir son directeur. Si vous vous êtes un peu renseigné sur les difficultés qu'on peut rencontrer en doctorat, vous savez qu'il y a des grands classiques et les conflits, les problèmes avec les directeurs de thèse font partie de ces grands classiques. Or, il est possible d'éviter des problèmes avec le directeur si vous vous donnez la chance de choisir votre directeur de thèse selon certains critères. Pour trouver votre directeur, vous devez être au point déjà sur le sujet que vous voulez traiter. Le premier pilier qu'on vient de voir va vous permettre de dégager des pistes par rapport à ce sujet. Et bien sûr, ces pistes ne sont pas encore complètement fixes, vous devez garder une certaine flexibilité par rapport à elles. Et lorsque vous serez au point sur ces différentes pistes et ces différentes problématiques éventuelles, vous allez pouvoir commencer à repérer des personnes pour vous encadrer. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, vous allez par exemple aller rechercher quel professeur s'intéresse à l'art anglais. Mais pas seulement. Si vous voulez une carrière internationale, etc., vous allez peut-être aller chercher des directeurs qui s'intéressent aux voyages d'artistes de façon plus globale, même si ce sont des artistes espagnols ou américains. Par contre, si vous voulez faire une carrière en France comme on l'a vu, à ce moment-là, vous allez peut-être aller chercher aussi des professeurs qui ont fait des recherches sur les artistes espagnols en France ou les artistes américains en France. Parce que même s'ils ne sont pas spécialistes de l'art anglais en particulier, ils peuvent complètement vous orienter, vous indiquer comment mener une recherche de ce type.
Donc ciblez les professeurs qui peuvent vous encadrer en fonction de leurs orientations. Pour ça, il vous suffit d'aller chercher des travaux sur des sites comme HAL, sur des sites comme Google Scholar ou test.fr qui vont vous renseigner sur les travaux en cours et sur les travaux passés. Comme ça, vous allez pouvoir déjà repérer des noms de chercheurs qui travaillent sur des sujets qui tournent, qui gravitent autour du vôtre. Et donc vous allez obtenir une liste de chercheurs dont vous aurez lu les travaux et qui pourront éventuellement vous encadrer, donc que vous allez contacter. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur votre futur directeur, c'est-à-dire savoir comment est-ce qu'il travaille avec ses doctorants actuels ou passés. Pour ça, c'est assez simple, en fait, vous allez sur thèse.fr, vous tapez le nom du chercheur, s'il encadre des thèses, thèse.fr vous le dira, du moins si ce sont des chercheurs français, bien entendu, et vous allez pouvoir repérer comme ça des travaux en cours ou passés que ce chercheur a encadrés avec le nom des doctorants en question. Avec les réseaux sociaux, c'est très facile aujourd'hui de retrouver des personnes, donc servez-vous de ces outils pour pouvoir contacter au moins un ou deux doctorants qui ont travaillé sous la supervision de cette personne-là. Pour pouvoir ensuite faire un choix éclairé, il faut vous demander aussi ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire comment est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez besoin d'un encadrement qui va être hyper resserré avec un chercheur qui va faire des points avec vous toutes les semaines, ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt besoin d'un chercheur qui va vous encadrer de manière un peu plus flexible, disons, avec un peu plus, en vous laissant plus de liberté et une marge de manœuvre un peu plus grande en fait, que vous travaillerez un peu plus en autonomie. C'est à vous aussi de connaître vos besoins à ce niveau-là pour pouvoir faire le bon choix au moment où vous allez avoir ce choix à faire tout simplement. Quand vous allez avoir ciblé vos chercheurs, vous allez les contacter. Si la demande est bien faite, et bien en général ils vont vous proposer un appel en visio ou par téléphone afin d'échanger directement avec vous. Lors de ces échanges, il ne faut vraiment pas hésiter à leur demander comment ils travaillent eux avec leur doctorant, déjà pour recouper aussi avec ce que vous aurez trouvé comme information par ailleurs, voir si ça colle. Donc n'ayez vraiment pas peur de leur poser cette question-là, c'est une question que vous êtes tout à fait en droit de poser, je veux dire ce ne sera pas bizarre de le faire, c'est vraiment important de le faire, au contraire, c'est comme une recherche d'emploi quand on cherche un directeur. Vous devez évidemment en faire vos preuves, vous devez évidemment assurer cet entretien, mais vous êtes aussi en droit de poser des questions et d'expliquer un petit peu ce que vous recherchez pendant le doctorat. Donc c'est important de discuter et d'être au clair tout de suite avec le directeur, voir un petit peu comment il réagit à ces questions, voir comment il parle avec vous, comment il vous considère d'entrée de jeu, et ça va vous informer très précisément sur ce qui va pouvoir se dérouler derrière. C'est hyper important, il y a vraiment rien de plus important qu'un bon encadrement. Il y a d'excellents directeurs de thèse et il y a des directeurs de thèse qui posent vraiment problème dans la sphère universitaire. Donc je vous conseille de vous méfier, de ne pas forcément prendre le premier directeur qui vous accepte, même si c'est tentant quand on cherche un directeur depuis plusieurs mois. Je vous assure que si c'est votre cas, le problème n'est pas dans le fait qu'aucun autre directeur pourrait vous suivre. Il y a forcément plusieurs options en fait. Et si vous n'avez pas ces options, c'est qu'il y a un problème quelque part dans la façon dont vous vous y êtes pris pour chercher votre directeur. Vous devez avoir le choix, c'est important d'avoir plusieurs entretiens, de se renseigner et ensuite de faire un choix éclairé. N'oubliez pas aussi de vous demander un dernier détail, ce qui est pertinent en fait pour votre projet en termes de direction, c'est-à-dire est-ce qu'une direction simple va suffire ou est-ce qu'il peut être judicieux d'aller mettre en place une co-tutelle ou bien une co-direction éventuellement. Par exemple, si vous avez un projet de thèse sur l'Amérique latine avec une inscription en France, à ce moment-là, il va être très pertinent d'aller chercher une co-tutelle pour avoir un directeur de thèse en France, mais aussi en Amérique latine, pour qu'au moment de vos déplacements, vous ayez bien quelqu'un sur place avec une université d'accueil. Ça peut aussi d'ailleurs vous apporter beaucoup plus de pistes pour votre recherche de financement, puisque vous allez pouvoir faire des recherches en France, mais aussi en Amérique latine pour cet exemple-là. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions, voyez ce qui est le plus pertinent pour vous, et bien entendu, pensez à votre confort pendant la thèse. La thèse, c'est un marathon, ça va durer plusieurs années, il faut que tout soit au vert et que tout ce que vous mettez en place soit vraiment fait de manière optimale pour vous permettre de bien vivre l'aventure doctorale. Alors le dernier pilier d'une inscription en doctorat réussie concerne le financement de votre recherche. Alors je sais que le financement, c'est un sujet
très épineux pour beaucoup d'entre vous, on en parle souvent sur cette chaîne. Je sais que parmi vous, il y a toutes sortes de profils de jeunes chercheurs, il y a toutes sortes de chercheurs en termes de discipline aussi, il y a toutes sortes de disciplines, donc parfois le financement est obligatoire, vous cherchez des informations pour savoir comment vous y prendre, pour trouver ces financements, et par ailleurs, vous avez aussi, enfin je sais qu'il y a aussi parmi vous beaucoup de jeunes chercheurs qui s'interrogent sur la possibilité de faire une thèse sans financement, c'est-à-dire tout en gardant un emploi pendant le doctorat. Alors, je vais essayer de faire le maximum pour répondre à ces interrogations-là par rapport au financement, afin de répondre à un maximum de personnes tout simplement. Donc d'abord, je vous conseille de vous renseigner sur les différents types de financement. Il y a différents types de financement, donc déjà faut les connaître, il faut savoir que vous avez par exemple le contrat doctoral qui est un contrat avec les écoles doctorales, il y a des contrats avec des organismes de recherche comme le CNRS ou le CEA, il y a des thèses financées par les collectivités territoriales, par les régions, il y a aussi les thèses CIFRE qu'on appelle les thèses en entreprise, souvent, même si vous pouvez les faire aussi dans des associations et dans tout type de structure, et puis il y a aussi les bourses de recherche qui vont être souvent, pas toujours, des bourses plus ponctuelles, à part les bourses ministérielles par exemple. Mais en général, les bourses de recherche sont des bourses plus ponctuelles qui vont être délivrées par des centres de recherche ou des fondations, etc. Donc vous devez être au point sur ces différents types de financement. Pourquoi ? Parce que en fonction de la poursuite de carrière que vous envisagez par la suite, il va être plus judicieux d'aller chercher tel ou tel financement. Par exemple, si vous voulez faire une carrière à l'université, vous allez peut-être plutôt aller chercher un contrat doctoral ou un contrat avec un organisme de recherche comme le CNRS pour derrière pouvoir vous insérer de façon entre guillemets plus naturelle dans l'université, parce que ces contrats prévoient souvent des heures d'enseignement et que ce sont des contrats de recherche vraiment, vous êtes déjà sous contrat avec des universités en fait, donc ils vous connaissent, ils ont votre dossier, etc. Par contre, si après la thèse vous avez envie plutôt d'aller travailler en entreprise, à ce moment-là il sera peut-être plus judicieux d'aller chercher une thèse CIFRE, parce que vous allez faire une thèse directement en entreprise, ou en tout cas sur un terrain bien spécifique, et donc ce sera peut-être un peu plus simple derrière de vous insérer dans une entreprise, parce que vous savez que les entreprises connaissent mieux la CIFRE, parce que voilà, vous aurez déjà une expérience très conséquente en entreprise pendant le doctorat, ce qui va rassurer vos futurs employeurs en fait. En tout cas, chaque type de financement va permettre une insertion plus tard qui va être plus naturelle dans tel ou tel secteur, même si bien entendu rien n'est écrit ou garanti, c'est pas parce que vous faites une CIFRE que vous allez forcément vous intégrer après en entreprise, vous pouvez très bien faire une CIFRE et ensuite devenir maître de conférence à l'université, d'ailleurs vous pouvez très bien enseigner pendant que vous êtes en CIFRE, c'est vraiment pas un problème. Mais il y a quand même des logiques, si vous voulez, il y a quand même une façon de faire qui va vous permettre de faire ça quand même de façon plus cohérente, on va dire, dans l'ensemble de votre parcours. Donc faites attention à ça, c'est pas un choix à faire au hasard, c'est pas un choix à faire non plus en fonction de la rémunération, même si je pense que vous avez raison de vous intéresser à cette question. Il faut essayer de savoir, autant que faire se peut, ce que vous voulez faire ensuite. Alors pour trouver ces financements, ça va se faire plus ou moins comme une recherche d'emploi en fait. Si vous êtes sur une recherche d'offres de financement, vous allez trouver des offres sur les sites de recherche d'emploi comme Indeed en France ou le site de Pôle emploi. Enfin, il y a énormément, toutes les plateformes si vous voulez de recherche d'emploi. Indeed étant aujourd'hui la plus grande en France, la plus grosse, vous allez trouver énormément d'offres de thèses CIFRE et autres contrats de recherche. Donc allez déjà voir ça, explorer ce site avec des mots-clés pertinents. Et puis, bien sûr, vous pouvez creuser en allant voir les sites internet des organismes de recherche, les sites internet des écoles doctorales, ceux des collectivités territoriales, etc., etc. Si vous cherchez une CIFRE, bien entendu, je vous recommande d'aller fouiller et exploiter tout ce qu'il peut y avoir sur le site de l'ANRT. C'est un site qui est vraiment très bien fait, qui permet de mettre, qui propose énormément de ressources pour vous lorsque vous cherchez une thèse CIFRE ou lorsque vous voulez monter vous-même votre projet de thèse CIFRE. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations là-dessus, donc allez-y, et même si vous voulez déposer votre projet doctoral, celui que vous aurez rédigé. Voilà. Alors, concernant les thèses sans financement ou les thèses autofinancées, elles sont possibles encore dans un grand nombre de disciplines des sciences humaines et sociales. Ça devient un peu plus compliqué en droit et en psychologie, même si c'est encore possible. En tout cas,
Je tiens à vous mettre en garde, je le fais souvent sur cette chaîne, mais je le redis, aucun docteur en sciences humaines et sociales ne vous conseillera cette solution. Il faut vraiment essayer de trouver un financement de recherche, même si le financement n'est pas obligatoire, parce que le doctorat n'est pas une poursuite d'études classiques, c'est une expérience professionnelle à temps plein, et vous allez devoir non seulement écrire une thèse et mener une recherche de A à Z, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'écrire un mémoire de recherche de master, mais en plus, vous allez devoir vous impliquer dans un maximum d'activités de recherche pendant le doctorat. Parce que le diplôme de doctorat à lui seul ne vaut pas grand-chose. C'est pas parce que vous allez avoir un doctorat sur le CV que ça va faire la moindre différence. Ce qui va faire une différence pour vous, quelle que soit la poursuite de carrière que vous envisagez, ce sera toutes les activités de recherche que vous aurez eues. De toute façon, les écoles doctorales vont vous obliger à publier des articles scientifiques, elles vont vous obliger à communiquer, c'est-à-dire à faire des communications en colloque ou en journée d'études. Vous allez parfois être obligé d'organiser vous-même des événements scientifiques dans votre laboratoire. Vous allez devoir peut-être enseigner. Vous allez, voilà, c'est énorme en fait, c'est un travail à temps plein. C'est pour ça que faire ça en plus d'un emploi à temps plein ou même à mi-temps, hein, je l'ai fait donc je peux vous le dire, que vous soyez à mi-temps ou à temps plein, ça va vraiment être lourd en fait, ça va vraiment être lourd. En tout cas, c'est ce que vous diront tous les chercheurs. Maintenant, il est clair que vous pouvez le faire, vous avez la possibilité de le faire, les écoles doctorales vous permettent de vous inscrire sans financement parce que elles savent très bien que les offres sont rares et que ça peut prendre du temps d'en trouver, mais elles vous recommanderont toujours, elles aussi, de chercher des financements toujours pendant vos années de thèse. C'est possible aussi de récupérer des financements après une inscription, c'est pas toujours obligatoire de le faire avant. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire une thèse sans financement ? Là encore, je vous invite à peser le pour et le contre. En fait, c'est plus à vous de mesurer tout ça. Il y a plein de chercheurs qui sont ravis d'avoir fait leur thèse sans financement, ou en tout cas d'avoir pu s'inscrire sans financement. C'est mon cas, je l'ai fait. Donc, même si je me suis vraiment tiré une balle dans le pied en faisant ça, heureusement j'ai réussi à rattraper par la suite, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Ce qui est sûr, c'est que 40% des thèses en sciences humaines sont abandonnées faute de financement, parce que les doctorants s'épuisent pendant ce temps-là, ça dure longtemps, et il est très difficile de mener les deux de front, il faut le dire. C'est pas pour vous faire peur, c'est vraiment pour vous inviter à vous préparer psychologiquement à ça, et aussi à ficeler votre projet de thèse, de sorte à avoir quand même un maximum d'opportunités pendant le doctorat, pour justement préparer l'après-thèse. Parce que ce sera plus compliqué pour vous si vous n'avez pas eu de financement en fait, même pour l'insertion post-doctorale. Je vous recommande aussi de vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales, de jeunes chercheurs, à qui la recherche de financement fait peur. Et souvent, elle est évitée lorsqu'elle n'est pas obligatoire, vous avez tendance à justement laisser ça de côté. C'est compréhensible, bien sûr, c'est compréhensible aussi lorsque des jeunes chercheurs se disent qu'ils vont conserver leur emploi au cas où ils abandonnent le doctorat en cours de route, histoire de ne pas se retrouver sans rien. Et ça, c'est pareil, je le comprends complètement, c'est vraiment totalement compréhensible. Mais vraiment essayer de faire la part des choses, en fait. Par exemple, une thèse non financée a beaucoup plus de chances d'être abandonnée. Donc si vous avez peur d'abandonner votre thèse, il sera plus judicieux d'aller chercher un financement, même si ça prend du temps et que ça vous challenge un petit peu, parce que ce sera plus facile ensuite. En tout cas, il y a moins de chances que vous abandonniez en cours de route. C'est quand même beaucoup plus rare, vraiment, d'abandonner alors qu'on a été financé. Donc, essayez de voir dans quelle mesure c'est quand même possible d'aller chercher un financement. Et pareil, pour toutes les personnes qui auraient peur de cette recherche de financement, c'est vrai qu'on n'a pas les codes, personne ne nous explique comment il faut s'y prendre. J'essaie de le faire ici sur cette chaîne, et vous trouverez plein d'informations d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais je sais que ça vous rassure pas en fait. Je sais que vous avez souvent peur de cette recherche de financement, vous savez pas comment vous y prendre, et vous remettez à plus tard. Alors que vraiment, faire une recherche de financement, il n'y a rien de plus formateur déjà pour vous. C'est ce que font tous les chercheurs. Dans toutes les disciplines, ils cherchent des financements tout le temps. Dans toute votre carrière, c'est quelque chose que vous devrez faire. Donc c'est quelque chose qu'à un moment donné, vous allez devoir faire. Et c'est pas quelque chose qu'on vous apprendra à faire pendant le doctorat. Donc c'est reculer pour mieux sauter, je veux dire. Plus vous allez attendre, plus ça va être compliqué de faire face à cet aspect. Donc faites-le. Le faire dès maintenant, avant la première inscription, ça peut que vous pousser à affiner votre projet, à faire vraiment connaissance avec le terrain de votre recherche, avec ses enjeux, ses acteurs. Donc, faites-le. Faites-le. Et si vous avez besoin d'aide, posez vos questions en commentaire. Voilà, je terminerai juste, justement, pour tous les jeunes chercheurs qui s'inscriront sans financement et qui conserveront leur emploi. Je sais que vous êtes très nombreux, bien entendu.
intéressez-vous aux bourses de recherche. Les bourses de recherche sont intéressantes pour vous parce que ce ne sont pas, généralement, ce ne sont pas des contrats de travail à proprement parler. Ce sont des sommes d'argent qu'on vous donne pour pouvoir mener une recherche, soit faire un déplacement, soit terminer une thèse. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui sont enseignants dans le secondaire. Vous avez parfois la possibilité de demander des disponibilités. Donc vous pouvez envisager par exemple de recevoir une bourse de recherche pour avoir quelques mois devant vous avec un revenu. C'est ça qui est intéressant pour vous qui êtes salarié. Donc ces bourses vont constituer pour vous un complément de revenus si vous voulez, et aussi ça vous permet d'enrichir votre CV. Vraiment, ça participe du prestige de votre CV parce que ces bourses sont souvent remises par des centres de recherche français ou étrangers ou par des fondations, etc. Donc c'est toujours très intéressant pour vous de récupérer ces financements pour votre CV. Voilà pour le dernier pilier d'une inscription en thèse réussie. Posez-vous les bonnes questions concernant le financement de votre recherche. Faites le point. Quelles sont les contraintes qui sont liées au financement pour vous? Quelles sont les contraintes qui peuvent être liées à votre carrière actuelle ou votre carrière future? Pensez à tout ça. C'est très important pour la suite. C'est très important même pour le doctorat en lui-même, parce que comme je l'ai dit tout au long de cette conférence, le but c'est que vous soyez confortablement installé en fait dans votre projet, vous ayez un maximum d'atouts parce que les difficultés vous allez en avoir et que c'est bien d'éviter déjà celle-là en fait. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, vous avoir permis d'y voir déjà un peu plus clair. Je parle déjà depuis au moins 20 minutes, donc je ne vais pas aller beaucoup plus dans le détail. Vous trouverez sur cette chaîne énormément d'informations par rapport à tous les points que je viens d'aborder aujourd'hui. Je les détaille dans différentes vidéos sous différents angles, justement pour répondre à un max de questions. Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, c'est mon métier, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux ou sur mon site web. Vous pouvez prendre rendez-vous directement. Le premier rendez-vous est offert, donc prenez-le. N'hésitez pas à venir me parler de vos projets, ça m'intéresse et je suis là pour vous guider au maximum pendant cette période pas facile en fait, qui est l'inscription en doctorat. Voilà, sachez que je vous prépare une vidéo, parce que j'ai pas rien fait en fait pendant ces dernières semaines vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Je suis en train de préparer une vidéo mais qui ne peut pas sortir pour l'instant parce qu'elle concerne un prix de thèse auquel j'ai candidaté. Je vous ai documenté tout ça pour que toutes les personnes qui souhaitent faire des candidatures justement à ce genre de financement puissent avoir des infos sur comment j'ai fait, etc. Peu importe que j'ai le prix ou pas en fait, ça peut que vous intéresser je pense. Et puis voilà, donc je sortirai cette vidéo lorsque j'aurai le résultat du prix, histoire qu'on ait une sorte de mini-reportage de A à Z. Si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que plein de vidéos arrivent à partir de janvier. Allez, à bientôt!